Ouais, à toute berzingue, ça fait bientôt 5 ans, là, mais je sais pas, aujourd'hui... Aujourd'hui, j'y suis pas, j'ai la sensation que... Je sais pas, j'ai la sensation que mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Elle était si jolie, avec ses souliers vernis, avec ses petites taches de rousseur sur son joli postérieur. Ouais, Rocamadour, ça rime peut-être avec amour, mais ça rime pas avec toujours. Rocamadour, depuis la nuit des temps, c'est des grottes, des cavités, des abris sous roches, des grottes préhistoriques. Il faut savoir qu'ici, on est dans le Lot et on n'est pas loin de la capitale mondiale de la préhistoire qui est aux Hésies. Mais attention, hein, ici, à Rocamadour, derrière moi, dans la grotte des merveilles, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette grotte magnifique, eh bien, il y a des traces de présence humaine qui remontent à moins 25 000 avant Jésus-Christ. Alors qu'aux Hésies, c'est plus récent. Les grottes de Lascaux, hein, qui sont mondialement connues, elles sont plus récentes. C'est moins 17 000 avant Jésus-Christ. Ici, on a des traces de présence humaine qui datent de moins 25 000 avant Jésus-Christ. Ah non, ça, la grotte des merveilles et la présence humaine à Rocamadour, ça date pas d'hier. Rocamadour, durant l'Antiquité, c'est le territoire de la tribu gauloise des Cadurques, dont l'oppidum principal est à Cahors. D'ailleurs, le nom de Cahors vient de là, hein, de la tribu des Cadurques. D'ailleurs, on est ici dans le Quercy. Eh bien, Quercy aussi, ça vient de Cadurques. Mais bon, pour le moment, durant l'Antiquité, à Rocamadour, il y a surtout des grottes. Sauf que, à une vingtaine de kilomètres au nord de Rocamadour, eh bien, il y avait une des forteresses gauloises des Cadurques les plus importantes. Et cette forteresse d'Uxellodunum, elle est ici, derrière moi. Érigée sur un éperon rocheux, Uxellodunum va entrer dans la grande histoire puisque c'est ici que va se dérouler la dernière bataille des Gaulois insoumis. Eh oui, un an après Alésia, en moins 51, quelques dizaines de milliers d'hommes vont venir ici. Et là, malheureusement pour eux, cette dernière bataille, César, il sera sans pitié. Hein. Nos derniers Gaulois insoumis, ils vont en faire de la salade. César, il va les dégommer. D'ailleurs, les derniers survivants de cette bataille perdue par les Gaulois, eh bien, pour être sûr qu'ils ne résisteront plus jamais, pour être sûr qu'ils ne porteront plus jamais les armes contre les Romains, César, il va leur couper les mains. Donc ça a été terrible. La forteresse d'Uxellodunum sera rasée. Il en reste encore quelques traces, hein, mais c'est surtout les contours de notre éperon rocheux qu'on peut encore deviner aujourd'hui. La dernière bataille des Gaulois insoumis d'Uxellodunum en moins 51. Derrière moi. Car l'avantage que présentait Uxellodunum à l'époque, c'est que sur cette hauteur perchée, il y avait quand même un accès à l'eau. Il y avait des sources, il y avait de l'eau, donc il pouvait tenir un siège. Malheureusement, ça n'a donc pas suffi, parce que César, il a tout écrasé et il a mis fin à la guerre des Gaules, à Uxellodunum. Et il y a un truc incroyable qui a été découvert dans l'oppidum d'Uxellodunum à Aveyrac, quelque chose qui est parvenu jusqu'à nous, c'est une nécropole mérovingienne, une sépulture. Il y a des squelettes. Et ils n'ont pas été déplacés dans un musée. Hein. Non, non, ils sont encore ici, sur place, in situ. On les a installés dans un bac Riviera. Et en plus, ils sont bien, ils sont confort, hein, ils sont pépouses, ils ont la 5G. Venez, on va les voir. Et ils sont là, nos squelettes mérovingiens, pépouses, tranquilles, allongés depuis 1500 ans. Ça va les gars ? Vous avez du réseau ?
il va falloir attendre le Moyen-Âge pour que le site de Rocamadour ne se développe autour d'une grotte, hein, évidemment. Et pas n'importe quelle grotte, la grotte d'un saint, Saint Amadour, d'où le nom de Rocamadour. Enfin ça, c'est une étymologie très christianisée. Hein. L'étymologie peut-être la plus probable, c'est plutôt la rocamayor, c'est-à-dire un abri sous roche très important. Ce qui est sûr, c'est donc qu'au Moyen-Âge, il y a un ermite qui est venu ici, dans une des nombreuses grottes qui peuplent les alentours du site de Rocamadour, peut-être même la grotte que vous avez ici, derrière moi, et il est venu prier pour se mettre à l'écart du monde terrestre, à l'écart de l'agitation du monde, et prier l'éternel, la spiritualité, le monde céleste. Mais malheureusement pour lui, eh bien, l'agitation du monde terrestre, elle va le rattraper sous forme d'une ferveur religieuse au Moyen-Âge, les pèlerinages de la foi. Et oui, à partir du XIIe siècle, Rocamadour va devenir un des lieux de pèlerinage les plus importants de la chrétienté. Après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins venaient de partout pour prier dans la grotte du Saint, où avait été érigée ensuite une chapelle, hein, un sanctuaire, et à l'intérieur de cette chapelle, une Vierge noire ultra vénérée. En plus, attention, on est au XIIe siècle, et le culte marial va devenir très fort. Il va s'installer en France sous l'égide d'un grand personnage du Moyen-Âge, le community manager du XIIe siècle, Monsieur Bernard de Clairvaux. Mais ça, je vous ai déjà raconté cette histoire dans ma séquence sur Dijon, à toute berzingue. Donc je vous renvoie à cet épisode pour en savoir un peu plus. En attendant, ici au XIIe siècle, on va donc venir prier de partout. Hein. Tous les chrétiens viennent de tout le monde chrétien pour prier cette Vierge noire qui, en plus, est parvenue jusqu'à nous et qui était faiseuse de miracles. Dès le XIIe siècle, il y a plus d'une centaine de miracles qui sont officialisés. Et ça, évidemment, ça va faire la renommée de Rocamadour. Rocamadour devient donc un haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge pour le monde chrétien, avec notre Vierge noire à qui on attribue tous ces miracles, dont un en particulier qui va être extrêmement célèbre et qui va marquer les esprits. Il a eu lieu juste ici derrière moi, en 1166, quand on a déterré à côté du sanctuaire un corps en parfait état, extrêmement bien conservé. Et là, alors pour l'Église, il n'y avait plus de doute possible, hein, c'était sûr, ce corps en parfait état, c'était celui de Saint Amadour. Et c'est là qu'on l'a retrouvé. Et ça va vraiment faire encore plus exploser la renommée de Rocamadour. Hein. Tout le monde venait pour prier ici, pour espérer des miracles, hein, les riches comme les pauvres. Les rois de France sont venus ici prier notre Vierge noire à Rocamadour. Il y a eu Saint-Louis, il y a eu Philippe le Bel, il y a eu Louis XI. C'était incroyable. Alors bien sûr, cette histoire de Saint Amadour en parfait état, ça tient plus de la légende. Hein. C'était peut-être un coup de pub des moines, mais en tout cas, la réalité était sûre, c'est que Rocamadour va devenir le 4e lieu de pèlerinage du monde chrétien au Moyen-Âge. Et notre Vierge noire, elle est parvenue jusqu'à nous. Elle est là, derrière moi. Elle trône magnifiquement dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour et elle est encore extrêmement vénérée par les chrétiens aujourd'hui. Attention, il faut savoir par exemple que notre Vierge noire est la patronne des marins. Voilà pourquoi dans cette chapelle, il y a de nombreux ex-voto, de nombreuses actions de grâce qui prennent la forme de maquettes de bateaux. Et il faut que vous sachiez aussi qu'elle a le pied marin. Notre Vierge noire, elle a voyagé. Et elle a été par exemple la patronne du Vendée Globe en 2016 et en 2020. Elle protège les marins.
Avec tous ces miracles, Rocamadour va connaître un âge d'or au Moyen-Âge. En effet, tous ces pèlerins, tous ces voyageurs vont entraîner un développement du commerce, avec de nombreux artisans en tout genre qui vont s'installer le long du chemin du pèlerinage, au pied du sanctuaire, pour vendre tout un tas de souvenirs. Et cette rue principale, bourrée de commerce et de commerçants au Moyen-Âge, eh bien, elle est bien parvenue jusqu'à nous. C'est très évocateur. Il y a donc un petit bourg médiéval qui va se développer au pied du sanctuaire, et pour protéger ce petit bourg, dès le XIIIe siècle, eh bien, Rocamadour va se doter de remparts, de défense, avec aussi au sommet de la colline une sorte de maison forte, un petit château. Enfin, il faut bien reconnaître que tous ces remparts défensifs, ils avaient plus une fonction symbolique, parce qu'à la base, Rocamadour, c'est vraiment une falaise avec une grotte dedans. C'est indéfendable, c'est impossible de construire vraiment une enceinte médiévale. Enfin, il y en a quand même quelques vestiges qui sont parvenus jusqu'à nous sous forme de portes, comme ici derrière moi, la porte Salmon, qui date du XIIIe siècle. Rocamadour, durant la Renaissance, eh ben, c'est pas du tout une renaissance. Non, au contraire, avec les guerres de religion, le sanctuaire va être pillé, détruit, ravagé, ruiné par les protestants, et le coup de grâce va être porté par la Révolution française qui va carrément fermer le site à la fin du XVIIIe siècle. Alors, fin de l'histoire pour Rocamadour? Eh ben, pas du tout. Suivez-moi. On continue la visite. Rocamadour, à l'époque contemporaine, c'est une renaissance. En effet, dans le premier tiers du XIXe siècle, la France est en plein romantisme et prend conscience qu'il faut absolument défendre, préserver et protéger les monuments de son passé. Notamment grâce à Victor Hugo et son célèbre roman Notre-Dame de Paris, qui est une véritable déclaration d'amour pour la cathédrale. Ah oui, ça je peux vous dire que bien avant Stéphane Bern, notre patrimoine national doit beaucoup à Quasimodo. Et ainsi, c'est dans la première moitié du XIXe siècle, dans les années 1830, que le défi pour sauver, restaurer, réhabiliter le site de Rocamadour qui tombait en ruine va être relevé et va être gagné. Bon alors, en revanche, les restaurations de Rocamadour, ça va pas être un long fleuve tranquille, ça va être un chemin semé d'embûches. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon il nous faudrait plus d'un épisode d'Atout de Berzingue pour tout démêler, mais il faut quand même pas oublier qu'ici, rien que ça, on est dans l'ancien Quercy. Le Haut-Quercy, le Bas-Quercy, qui vont donner le Lot et le Lot-et-Garonne. Et vous connaissez tous la chanson de Michel Sardou, dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé. Donc il va y avoir des querelles. Globalement, entre la mairie, la municipalité et le clergé, parce que le clergé avait évidemment la possession, la propriété du sanctuaire, mais il y avait des terrains qui étaient revendiqués par la mairie, donc ça va être le bordel. Donc quand l'État va vouloir filer des subventions, eh ben, ils vont pas pouvoir les donner, il va y avoir des procès, il va falloir démêler le faux du vrai, qui a quoi, qui appartient... Bon, bref, ça va être le bazar et ça va mettre du temps. Et finalement, c'est grâce à une loterie organisé par l'évêque, par le clergé, qu'il va y avoir donc des fonds qui vont être récoltés par les fidèles pour financer la restauration de Rocamadour, qui va être faite grâce à un homme en particulier, l'abbé Cheval, qui était en plus d'être abbé, un architecte et qui avait été élève de Viollet-le-Duc. Donc c'est pourquoi d'ailleurs la reconstruction de Rocamadour, elle a un petit côté fantasmé, tu vois, il y a un petit côté Harry Potter, Poudlard, voilà, c'est peut-être pas forcément conforme à ce que ça a été, mais c'est magnifique et surtout, grâce à l'abbé Cheval, Rocamadour a été sauvé. Et comme quoi, il y avait déjà des loteries à l'époque. Donc mon cher ami Stéphane Bern n'a pas tout inventé, même si grâce à lui, notre patrimoine est bien gardé. Rocamadour aujourd'hui,
C'est un village qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Regardez comme c'est beau, comme c'est vertigineux, comme c'est saisissant. Et c'est donc pas un hasard si aujourd'hui le site de Rocamadour fait partie du top 3 des sites les plus visités de France. Attention les amis, Rocamadour, ça talonne le Mont Saint-Michel. C'est vraiment hallucinant. La cité religieuse, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on comprend pourquoi. T'imagines les pèlerins, quand ils arrivaient à Rocamadour, là, ils arrivaient ici, là, sur le site de l'Hospitalet, sur le Belvédère, et ils devaient se dire « Mais ça y est, je suis arrivé à Jérusalem, quoi. Montjoie, Saint-Denis. » Vous connaissez l'expression? Eh bien, la Montjoie, c'était la dernière montagne qui précédait Jérusalem. Donc, tu avais un panorama incroyable. Elle est là, la Jérusalem française. Magnifique.